Je suis rentré chez moi après un quart de travail de 18 heures et j'ai trouvé ma fille endormie. Après quelques heures, j'ai essayé de la réveiller, mais elle ne répondait pas. J'ai confronté ma mère, et elle m'a dit qu'elle était agaçante, alors elle lui a donné des pilules pour la faire taire. Ma sœur a ricané, elle va probablement se réveiller, et si elle ne le fait pas, eh bien, on aura enfin un peu de paix. J'ai appelé une ambulance, et quand ils m'ont donné le rapport, j'étais sans voix. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital bourdonnaient au-dessus de ma tête tandis que j'étais assis dans la salle d'attente, les mains encore tremblantes d'adrénaline après les 6 dernières heures. Je m'appelle Evan Harper, j'ai 34 ans et je suis infirmier aux urgences à l'hôpital général Saint-Maryès. Je venais de terminer un quart de 18 heures pour remplacer un collègue malade, gérant de tout, des crises cardiaques aux overdoses. L'ironie de la situation ne m'échappait pas maintenant. Quand je suis enfin rentré dans mon petit appartement de 2 chambres à 2 heures du matin, j'étais épuisé au-delà des mots. Ma fille de 5 ans, Clara, dormait paisiblement dans son lit, sa petite silhouette faisant à peine une bosse sur le matelas. Elle avait l'air angélique avec ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, serrant son éléphant en peluche, Monsieur Peanuts. J'ai souri malgré mon épuisement et j'ai doucement embrassé son front avant de me traîner jusqu'à ma chambre. Je dois expliquer la situation de vie. Après mon divorce d'avec la mère de Clara, Anna, il y a 2 ans, les finances étaient serrées. Anna était partie en Californie avec son nouveau petit ami, laissant Clara avec moi à temps plein. Ma mère, Linda, 58 ans, avait emménagé pour aider avec la garde de Clara pendant mes quarts exigeants à l'hôpital. Ma sœur cadette, Nathalie, 26 ans, vivait également avec nous depuis 6 mois après avoir perdu son emploi et avoir été expulsée de son appartement. L'arrangement n'était pas idéal. Linda avait toujours été autoritaire et n'avait jamais vraiment créé de lien avec Clara. Elle voyait sa petite fille plus comme un inconvénient qu'une bénédiction. Nathalie était pire, elle était devenue de plus en plus rancunière et amère depuis que sa vie s'était effondrée, et elle ne cachait pas son agacement d'avoir une jeune enfant autour d'elle qui limitait son style de vie. Je me suis réveillé vers 10 heures du matin, me sentant légèrement plus humain après 8 heures de sommeil. L'appartement était inhabituellement calme. Normalement, Clara serait debout à 8 heures, bavardant et demandant son petit déjeuner. Je me suis rendu dans sa chambre en pyjama et l'ai trouvée encore au lit, dans la même position exacte où je l'avais laissée. « Clara, ma chérie, il est temps de se réveiller », ai-je dit doucement, en m'asseyant sur le bord de son lit. Elle n'a pas bougé. J'ai essayé à nouveau, un peu plus fort cette fois, en secouant doucement son épaule. Rien. Une peur froide a commencé à me glacer l'échine. Dans mon métier, j'avais vu assez pour savoir quand quelque chose n'allait vraiment pas. Clara respirait, mais sa respiration était superficielle et irrégulière. Sa peau était moite, et quand j'ai soulevé sa paupière, sa pupille était dilatée et lente à réagir à la lumière. « Maman », ai-je appelé, la voix aiguë de panique en prenant Clara dans mes bras. « Nathalie, viens ici tout de suite. » Linda est apparue dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, l'air agacé d'être dérangée. Nathalie est arrivée derrière elle, toujours en peignoir, l'air de souffrir d'une gueule de bois après ce qu'elle avait fait la veille. « Pourquoi tout ce vacarme ?» a demandé Linda, irritée. « Il y a un problème avec Clara. Elle ne se réveille pas, et sa respiration est faible. Que s'est-il passé pendant que je dormais? A-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Est-elle tombée et s'est-elle cognée la tête? » L'expression de Linda a changé presque imperceptiblement, et je l'ai remarqué. Des années à lire les visages des gens dans des urgences médicales m'avaient rendu sensible au moindre changement d'expression. « Elle allait bien quand elle s'est couchée », a dit Linda, mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Que s'est-il passé après mon retour? Il y a eu un long silence. Nathalie examinait ses ongles avec une indifférence étudiée, tandis que Linda tripotait sa tasse de café. Elle était agaçante, a finalement dit Linda, sur la défensive. Elle n'arrêtait pas de se lever vers minuit, disant qu'elle avait fait un cauchemar, elle ne voulait pas se rendormir, alors je lui ai donné des pilules pour dormir pour la calmer. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu lui as donné quoi? Juste une de mes pilules pour dormir, peut-être 2. Rien de grave. Elle avait besoin de dormir, et toi, tu avais besoin de te reposer après ce long quart. Je regardais ma mère, incrédule. Tu as donné des pilules pour dormir à une enfant de 5 ans? De quel type? Combien exactement? De ma bouteille de prescription, les Ulpadm, je crois. Je lui en ai donné 2, mais c'est une grande fille pour son âge,
alors j'ai pensé que ça irait. Nathalie a laissé échapper un ricanement cruel. Elle se réveillera probablement un jour, et si elle ne le fait pas, eh bien, on aura enfin un peu de paix ici. La cruauté désinvolte de cette remarque m'a glacé le sang. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La Nathalie avec qui j'avais grandi était égocentrique et immature, mais jamais malveillante, jamais assez cruelle pour plaisanter sur la vie d'un enfant. Je n'ai pas perdu de temps à discuter, l'état de Clara se détériorait de minute en minute. Je l'ai enveloppée dans une couverture et j'ai appelé le 911, ma formation médicale prenant le dessus malgré ma main tremblante de rage et de terreur. 911, quelle est votre urgence? Ici Evan Harper. Je suis infirmier à Saint-Maries Général. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Ma fille de 5 ans a reçu des médicaments pour dormir Zulpadm vers minuit et elle ne répond pas. J'ai donné l'adresse et les signes vitaux de Clara du mieux que je pouvais sans équipement. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, une éternité quand il s'agit de votre propre enfant. Qu'est-ce qu'on a demandé Maria Santos, la paramédic en chef. Je la connaissais de l'hôpital. Fille de 5 ans, estimation de 2 comprimés de Zulpadm pour adultes administrés il y a environ 10 heures. Elle répond à la douleur mais pas aux stimuli verbaux, pupilles dilatées et lentes, respiration superficielle à environ 16 par minute, pouls à 58. L'expression de Maria s'est assombrie alors qu'elle vérifiait les signes vitaux de Clara et mettait en place une perfusion. Il faut l'emmener à Saint-Maries immédiatement. Possible situation d'overdose. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de procédures médicales et de communication radio. Je tenais la petite main de Clara pendant que Maria et son partenaire travaillaient à la stabiliser. Tout ce à quoi je pensais, c'était comment j'avais échoué à protéger ma propre fille, dans ma propre maison. À l'hôpital, Clara a été emmenée d'urgence dans la salle d'urgence pédiatrique. Le docteur Jennifer Walsh, chef de la médecine d'urgence pédiatrique, a pris en charge ses soins. J'ai dû me retirer et laisser mes collègues faire leur travail, ce qui était une torture pour quelqu'un habitué à contrôler les situations médicales. Evan, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé, a dit le docteur Walsh pendant une brève pause dans le traitement de Clara. J'ai tout expliqué, de mon retour après mon quart à la découverte de l'état de Clara, jusqu'à la confession de ma mère au sujet des pilules pour dormir. Savez-vous quel type de médicament pour dormir est la dose? Zulpadm, comprimé de 10 mg. Ma mère dit qu'elle a donné 2 comprimés à Clara vers minuit. Le docteur Walsh a hoché la tête, l'air grave. Nous allons faire un dépistage toxicologique complet, mais si c'est du Zulpadm et qu'elle a donné à Clara une dose pour adulte, nous sommes face à une situation d'overdose grave. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons détecté à temps. Au cours des 4 heures suivantes, j'ai regardé, impuissant, l'équipe médicale travailler pour sauver ma fille. Ils lui ont fait un lavage d'estomac, administré du charbon actif, et l'ont maintenu sous perfusion pour aider à éliminer le médicament de son système. Lentement, progressivement, Clara a commencé à répondre. Sa respiration s'est améliorée, sa couleur est redevenue normale, et enfin, elle a ouvert les yeux et murmuré « Papa ». J'ai craqué complètement, la serrant dans mes bras alors qu'elle demandait, confuse, pourquoi elle était à l'hôpital. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, pas encore. Comment explique-t-on à une enfant de 5 ans que sa propre grand-mère l'a empoisonnée? Le docteur Walsh m'a pris à part une fois que Clara était stable et transférée dans une chambre pédiatrique régulière pour observation. Evan, je dois vous demander, envisagez-vous de porter plainte? Parce que ce qui s'est passé ici n'est pas un accident. Votre mère a délibérément donné à votre fille un médicament pour adulte. La dose trouvée dans son système aurait pu être fatale. Les mots m'ont frappé comme un marteau. Fatal. Ma mère avait presque tué ma fille par sa cruauté désinvolte et son incompétence. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit, engourdi. Je comprends, mais vous devez savoir que nous sommes obligés de signaler cela au service de protection de l'enfance. Il y aura une enquête. J'ai hoché la tête, assimilant à peine l'information. Tout ce à quoi je pensais, c'était le rire cruel de Nathalie et son commentaire désinvolte sur le fait d'avoir enfin un peu de paix si Clara ne se réveillait pas cette nuit-là. Après que Clara a été admise pour observation et dormait en sécurité sous surveillance médicale, je suis rentré chez moi pour confronter ma famille. J'avais eu 6 heures pour réfléchir, et la rage qui montait en moi s'était cristallisée en quelque chose de froid et calculé. Linda et Nathalie étaient dans le salon en train de regarder la télévision quand je suis entré. Elles ont levé les yeux, l'air d'attendre,
comme si rien ne s'était passé. Comment va-t-elle? A demandé Linda avec ce qui semblait être une véritable préoccupation. Elle a failli mourir, ai-je dit calmement. Le médecin a dit qu'1 heure ou 2 sans traitement, et nous aurions pu la perdre. Le visage de Linda a blanchi. Je ne savais pas, je veux dire, je lui ai juste donné ce que je prends pour dormir. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas quoi? Qu'un médicament pour adulte pourrait être dangereux pour une enfant de 5 ans? Tu n'as pas pensé à m'appeler? Tu n'as pas pensé à lire les instructions de dosage? Ne me fais pas la leçon, Evan. J'essayais d'aider. Tu étais épuisé, et elle était difficile. Nathalie a levé les yeux au ciel. Drama Queen, non? Elle va bien, n'est-ce pas? Je regardais ma sœur, stupéfait. Bien? Elle était dans le coma pendant 6 heures. Elle aurait pu mourir. Mais elle ne l'a pas fait, a dit Nathalie avec un haussement d'épaule. Problème résolu. C'est alors que j'ai su ce que je devais faire. Ces personnes, ma propre famille, avaient mis la vie de ma fille en danger et ne montraient aucun remords. Pire, elles semblaient voir Clara comme rien d'autre qu'un inconvénient à gérer. Vous partez toutes les deux, ai-je dit calmement. Ce soir. Maintenant. Attends une minute, a commencé Linda. Non. Tu as empoisonné ma fille. Tu l'as presque tuée. Et toi, j'ai regardé Nathalie, en m'assurant que c'était clair, tu t'en ficherais si elle mourait. Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement. Tu ne peux pas nous jeter dehors comme ça, a protesté Nathalie. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant d'exprimer ton souhait que ma fille meure. Je plaisantais. Vraiment? Parce que tu n'avais pas l'air très inquiète quand je t'ai dit qu'elle était dans le coma. Linda a essayé une autre approche. Evan, sois raisonnable. J'ai fait une erreur, mais je suis toujours ta mère, et tu as besoin d'aide avec Clara. J'ai besoin d'aide de personnes qui ne lui feront pas de mal. Vous n'êtes pas ces personnes. Elles ont commencé à parler en même temps, faisant des excuses et des protestations, mais j'en avais fini d'écouter. Je leur ai donné 2 heures pour faire leur bagage et partir. Linda continuait d'essayer de négocier, prétendant qu'elle n'avait nulle part où aller, mais j'étais inflexible. Nathalie a fait le tour de l'appartement en pestant et en jetant des affaires dans des sacs poubelles. Alors qu'elle se préparait à partir, Linda a fait une dernière tentative pour me manipuler. Tu vas regretter ça, Evan. Tu ne peux pas gérer le travail et Clara tout seul. Tu reviendras me supplier dans 1 mois. Peut-être que je vais galérer, ai-je admis, mais au moins Clara sera en sécurité. Nathalie s'est arrêtée dans ses préparatifs pour lancer sa dernière pique. Tu fais une énorme erreur. Cette gamine va ruiner ta vie, et quand elle le fera, ne viens pas pleurer chez nous. Ma fille est déjà ma vie, ai-je répondu. C'est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Après leur départ, je me suis assis dans l'appartement silencieux et j'ai passé quelques appels. D'abord, j'ai appelé mon superviseur à l'hôpital pour expliquer la situation et demander une réduction temporaire des heures. Elle a été compréhensive et a immédiatement approuvé un horaire modifié qui me permettrait de travailler principalement de jour. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Michael Rodriguez, que j'avais utilisé pendant mon divorce. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé des conseils sur le dépôt de plainte contre Linda. Evan, c'est sérieux. Ce que votre mère a fait constitue au minimum une mise en danger d'enfant, peut-être une tentative d'homicide involontaire, selon la manière dont le procureur veut qualifier l'acte. Le fait que Clara ait failli mourir en fait un crime grave. Je veux porter plainte, ai-je dit sans hésiter. Vous êtes sûr? Une fois que nous commençons ce processus, il n'y a pas de retour en arrière. Votre mère pourrait faire face à une peine de prison. Elle a presque tué ma fille, Mike. Si c'était un étranger qui avait fait ça, hésiteriez-vous à poursuivre? Non, bien sûr que non. Alors ça ne change rien qu'elle soit ma mère. Le lendemain matin, j'ai rencontré le détective Anna Morrison au commissariat pour déposer une plainte officielle. J'ai apporté tous les dossiers médicaux de Clara et le rapport du docteur Walsh détaillant la gravité de l'overdose. Le détective Morrison était minutieux et professionnel. Elle a pris ma déclaration, examiné les preuves médicales et expliqué les prochaines étapes. Nous devrons interroger votre mère et votre sœur. Sur la base des preuves que vous avez fournies, nous avons des motifs pour des accusations de mise en danger d'enfants et d'imprudence criminelle.
Les déclarations de votre sœur sur le fait de ne pas se soucier si l'enfant mourait pourraient potentiellement être qualifiées de complot criminel ou de complicité. Et concernant l'affirmation de ma mère que c'était un accident? Donner un médicament pour adulte à un enfant sans consultation médicale montre un tel mépris pour la sécurité de l'enfant qu'il répond à la définition légale de l'imprudence. Le fait qu'elle n'ait pas appelé à l'aide quand l'enfant ne se réveillait pas aggrave la situation. L'enquête a progressé rapidement. Linda s'était installée chez sa sœur, Margaret, tandis que Nathalie avait trouvé un canapé chez un ami. Elles ont toutes deux été arrêtées dans la semaine. Mais avant les arrestations, j'avais déjà commencé à mettre en œuvre ma propre forme de justice. J'ai commencé par tout documenter, chaque conversation, chaque commentaire cruel, chaque moment de leur indifférence insensible envers Clara. J'ai tenu des notes détaillées, sauvegardé des messages vocaux, et même enregistré certaines de nos conversations téléphoniques, légales dans notre état avec le consentement d'une seule partie. Linda m'a appelé à plusieurs reprises après avoir été expulsée, essayant d'abord la culpabilité et la manipulation. Evan, je suis ta mère. Je t'ai élevé. C'est comme ça que tu me remercies? Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée à la colère. Tu détruis cette famille pour un accident. Clara va bien maintenant, non? J'ai enregistré chaque appel, son absence totale de remords, sa minimisation continue de ce qu'elle avait fait, ses tentatives de se faire passer pour la victime. Tout cela est allé dans mon dossier de preuves grandissant. Nathalie était encore pire. Elle m'a laissé un message vocal 3 jours après l'incident, si insensible qu'il m'a glacé le sang. Evan, tu es ridicule. Les enfants tombent malades tout le temps. Au moins, maintenant, tu sais qu'elle peut supporter un peu de médicaments. Peut-être que la prochaine fois, elle dormira toute la nuit sans être une telle plaie. J'ai joué ce message vocal au détective Morrison lors de notre réunion. Elle avait l'air physiquement malade après l'avoir entendu. Monsieur Harper, je fais ce métier depuis 12 ans, et j'ai rarement entendu un tel mépris insensible pour le bien-être d'un enfant de la part d'un membre de la famille. Cet enregistrement à lui seul nous donne une preuve solide de son état d'esprit et de son absence de remords. En attendant les arrestations, j'ai commencé à contacter la pédiatre de Clara, le docteur Amanda Foster, pour obtenir une évaluation médicale complète. Le docteur Foster était la médecin de Clara depuis sa naissance et était horrifié quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Evan, ce que votre mère a fait aurait pu causer des dommages cérébraux permanents. Même si Clara avait survécu, une overdose de Zolpidem chez les enfants peut entraîner une dépression respiratoire suffisamment grave pour causer une privation d'oxygène au cerveau. Le fait que Clara ait récupéré complètement est rien de moins qu'un miracle. Le rapport médical détaillé du docteur Foster est devenu une pièce de preuve cruciale. Elle a documenté non seulement les effets immédiats de l'overdose, mais aussi les conséquences potentielles à long terme que Clara avait évitées de justesse, retard de développement, troubles d'apprentissage, problèmes de mémoire et troubles du comportement. J'ai également consulté un psychologue pour enfants, le docteur Richard Hay, au sujet de l'impact psychologique potentiel de l'incident. Même si Clara ne se souvenait pas de l'empoisonnement lui-même, le docteur a été préoccupé par la dynamique familiale qui y avait conduit. Les enfants sont incroyablement perspicaces, a expliqué le docteur et lors de notre consultation. Même si Clara ne se souvient pas consciemment d'avoir été empoisonnée, elle a probablement perçu les attitudes négatives envers elle de la part de votre mère et de votre sœur. Ce type de rejet de la part des membres de la famille peut avoir des effets psychologiques durables. Cette consultation m'a conduit à inscrire Clara à une thérapie par le jeu, à la fois par précaution et pour documenter tout traumatisme psychologique pour l'affaire judiciaire. La thérapeute de Clara, Maria Gonzalez, a noté que Clara montrait initialement des signes d'anxiété autour des femmes plus âgées, en particulier celles qui ressemblaient à Linda. Elle devient très collante lorsqu'elle rencontre des femmes de l'âge et de la corpulence de votre mère, a rapporté Maria. Elle demande aussi fréquemment si je vais la faire dormir pendant nos séances. Cela suggère qu'elle a un souvenir subconscient de l'incident. Armée de ces preuves, j'ai rencontré à nouveau le procureur, l'assistante du procureur Patricia Harper. Elle a examiné toute la documentation que j'avais recueillie, les rapports médicaux, les évaluations psychologiques, les conversations enregistrées et la chronologie détaillée des événements. Monsieur Harper, c'est l'un des cas de mise en danger d'enfants les plus solides que j'ai vus en termes de documentation et de preuves. Votre expérience dans le domaine de la santé vous a clairement aidé à comprendre l'importance d'une documentation approfondie. Elle a expliqué que les conversations enregistrées seraient particulièrement préjudiciables à la défense de Linda et Nathalie. Leur absence totale de remords, combinée aux commentaires continus et insensibles de votre sœur,
montre un schéma d'indifférence au bien-être des enfants qui va au-delà d'une simple erreur. Linda a été inculpée de mise en danger d'enfants au premier degré et d'imprudence criminelle. Le procureur a expliqué que la gravité de l'état de Clara et le potentiel de conséquences fatales élevaient les charges au niveau de crime grave. Elle risquait de 2 à 5 ans de prison si elle était reconnue coupable. Nathalie a été inculpée de complot criminel et de non-signalement d'abus sur enfants. Ses déclarations sur le fait de ne pas se soucier si Clara mourait, combinées à son inaction malgré la connaissance de l'état de détresse de Clara, la rendaient également légalement responsable. Mais les charges judiciaires n'étaient que le début de mon plan de vengeance. J'avais passé des semaines à développer une stratégie complète pour m'assurer que les conséquences de leurs actions les suivraient pendant des années. J'ai commencé par créer un document chronologique détaillé qui incluait non seulement l'incident d'empoisonnement, mais aussi des années de comportement inapproprié de Linda envers Clara. J'ai documenté les moments où elle avait été inutilement dure, lorsqu'elle avait fait des commentaires cruels sur le fait que Clara était trop nécessiteuse ou trop exigeante, et des cas où elle m'avait activement découragé de montrer de l'affection à Clara. Une entrée particulièrement accablante concernait la fête du 4e anniversaire de Clara. Linda s'était plainte bruyamment à d'autres membres de la famille que Evan gâte cet enfant pourri, et que Clara allait devenir une petite princesse exigeante si quelqu'un ne la remet pas à sa place. Plusieurs proches avaient été mal à l'aise avec son attitude dure, et j'ai documenté leurs préoccupations. J'ai également compilé des preuves de l'escalade de la rancune de Nathalie envers Clara au fil des mois où elle vivait avec nous. Elle se plaignait fréquemment de la présence de Clara, la traitant de « petite peste » ou de « ta petite erreur ». Elle avait également fait des commentaires inappropriés sur la relation de Clara avec sa mère, Anna, suggérant que Clara était mieux lotie en étant abandonnée par Anna parce qu'au moins un parent avait eu le bon sens de s'éloigner de l'enfant. Le schéma le plus troublant que j'ai documenté était la collaboration apparente de Linda et Nathalie dans leur traitement négatif de Clara. Elle faisait des commentaires désobligeants l'une à l'autre à propos de Clara lorsqu'elle pensait que je ne pouvais pas entendre, créant un environnement hostile pour ma fille dans sa propre maison. J'avais remarqué que Clara devenait plus renfermée et anxieuse dans les mois précédant l'incident d'empoisonnement, et maintenant je comprenais pourquoi. Elle vivait dans une maison où 2 des adultes la voyaient comme un fardeau et ne faisaient aucun effort pour cacher leurs ressentiments. Le docteur l'a confirmé lors de nos séances. Les enfants sont remarquablement sensibles aux émotions et aux attitudes des adultes. Même si les commentaires négatifs n'étaient pas directement adressés à Clara, elle aurait perçu l'hostilité et le rejet de votre mère et de votre sœur. Cette prise de conscience m'a rempli d'une rage qui allait au-delà de l'incident d'empoisonnement lui-même. Ma mère et ma sœur n'avaient pas seulement mis la vie de Clara en danger par leurs actes criminels, elles l'avaient abusée psychologiquement pendant des mois, créant un environnement où elle se sentait indésirable et en insécurité dans sa propre maison. J'ai tout documenté, date, heure, témoin, et l'impact émotionnel sur Clara. J'ai montré que l'empoisonnement de Clara par Linda n'était pas un incident isolé de mauvais jugement, mais le point culminant de mois passés à considérer Clara comme un problème à résoudre plutôt qu'un enfant à protéger. L'évaluation psychologique a révélé que Clara avait effectivement été affectée par l'environnement hostile. Elle montrait des signes d'anxiété, avait des difficultés à faire confiance aux nouveaux soignants, et demandait fréquemment si les gens étaient en colère contre elle pour des comportements normaux de l'enfance. Clara présente les symptômes classiques d'un enfant qui a été fait se sentir indésirable dans sa propre maison, a rapporté le Dr. Elle est hypervigilante quant à l'approbation des adultes et montre une préoccupation excessive à être assez bonne pour mériter des soins et de l'attention. Ces preuves se révéleraient cruciales non seulement pour l'affaire pénale, mais aussi pour la destruction complète des réputations de Linda et Nathalie que je planifiais. Je n'avais pas affaire à 2 personnes qui avaient fait une terrible erreur, j'avais affaire à 2 personnes qui avaient systématiquement créé un environnement d'abus psychologique pour ma fille. Les arrestations, lorsqu'elles sont enfin arrivées, ont été profondément satisfaisantes à observer. Les arrestations elles-mêmes ont été parfaitement programmées pour un impact maximal. J'avais discrètement informé un journaliste du journal local sur le moment probable des arrestations, en leur fournissant des informations de contexte sur l'affaire. Lorsque la police est arrivée chez Margaret pour arrêter Linda, un photographe était opportunément à proximité pour capturer son image menottée. L'image de Linda, une femme qui avait passé des années à cultiver une image de grand-mère dévouée et bénévole à l'église, arrêtée pour avoir empoisonné sa propre petite-fille, est devenue une nouvelle en première page. Le titre disait « Grand-mère accusée dans une affaire d'empoisonnement d'un tout petit ». L'arrestation de Nathalie a été tout aussi publique. Elle a été placée en garde à vue dans un restaurant local où elle déjeunait avec des employeurs potentiels, des personnes que j'avais identifiées via ses publications sur les réseaux sociaux et contactées discrètement au préalable.
Son arrestation devant ses témoins a assuré que la nouvelle se propagerait rapidement dans son réseau social limité. J'ai reçu des dizaines d'appels de journalistes demandant des interviews, que j'ai initialement refusées, mais après avoir consulté mon avocat et le procureur, j'ai accepté de donner une interview soigneusement planifiée à la chaîne de télévision locale la plus importante. L'interview était prévue pour le journal du soir, à une heure de grande écoute pour toute la région métropolitaine. J'étais assis dans mon salon avec Clara jouant tranquillement en arrière-plan, créant un contraste visuel parfait entre un enfant innocent et la gravité de ce qui lui avait été fait. Monsieur Harper, a commencé la journaliste, Janet Williams, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le matin où vous avez découvert que votre fille ne se réveillait pas? J'ai relaté les événements calmement et factuellement, mon expérience médicale ajoutant de la crédibilité à ma description de l'état de Clara. J'ai expliqué à quel point elle avait été proche de la mort, utilisant un vocabulaire médical qui soulignait la gravité de la situation. Selon les rapports médicaux, a poursuivi Janet, votre fille aurait pu subir des dommages cérébraux permanents ou la mort à cause de cette surdose. Que pensez-vous de l'affirmation de votre mère selon laquelle il s'agissait simplement d'une erreur? C'était le moment que j'attendais. J'ai sorti mon téléphone et joué le message vocal enregistré de Nathalie, celui où elle disait que Clara pouvait supporter un peu de médicaments et la traitait de nuisance. L'audio était clair et dévastateur. Ce message vocal a été laissé par ma sœur 3 jours après que Clara a failli mourir, ai-je dit calmement. Je pense qu'il parle de lui-même quant à savoir si cette famille considérait vraiment ce qui s'est passé comme une erreur grave ou juste un désagrément. L'expression de la journaliste montrait un choc sincère face aux paroles insensibles de Nathalie. Ce message vocal serait diffusé dans chaque journal télévisé pendant la semaine suivante, assurant que tout le monde dans la ville entende les véritables sentiments de Nathalie concernant l'expérience de Clara proche de la mort. Mais le moment le plus puissant est survenu lorsque Janet a interrogé sur la récupération de Clara. Clara va bien maintenant, ai-je dit en jetant un coup d'œil vers l'endroit où elle jouait avec ses blocs, mais je frémis en pensant à ce qui aurait pu arriver si je n'étais pas rentré à ce moment-là. En tant que professionnel de la santé, je vois régulièrement les effets des abus et de la négligence sur les enfants. Je n'aurais jamais imaginé le voir dans ma propre maison. L'interview a été diffusée ce soir-là et a immédiatement été reprise par les réseaux d'information régionaux. En 24 heures, des extraits circulaient sur les plateformes de réseaux sociaux à travers l'État. L'enregistrement du message vocal, en particulier, est devenu viral, avec des milliers de personnes le partageant et exprimant leur indignation face à l'attitude de Nathalie. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la réponse de la communauté. Mon histoire avait touché une corde sensible chez les parents à travers la ville. J'ai reçu des centaines de messages de soutien, des offres d'aide pour la garde d'enfants, et même une assistance financière pour couvrir les frais juridiques. Plus important encore, les gens ont commencé à partager leurs propres histoires de membres de la famille qui avaient montré de l'indifférence ou de l'hostilité envers leurs enfants. L'affaire avait ouvert une conversation plus large sur la reconnaissance et le traitement des abus psychologiques au sein des familles. Un groupe local de parents a lancé une campagne appelée « La loi de Clara », visant à imposer des peines plus sévères pour les membres de la famille qui mettent les enfants en danger. Ils ont organisé des rassemblements et des pétitions, maintenant l'histoire sous les feux de la rampe pendant des mois. L'administration de l'hôpital Saint-Maries, où je travaillais, a publié une déclaration publique de soutien. Evan Harper incarne le dévouement au bien-être des enfants que nous attendons de tout notre personnel. Nous le soutenons pleinement pendant cette période difficile. Mes collègues ont créé un fonds de défense juridique qui a récolté plus de 15 000 $ pour les frais de justice et la thérapie continue de Clara. Des cartes et des cadeaux affluaient de la part d'étrangers touchés par l'histoire de Clara et souhaitant montrer leur soutien. Mais la réponse communautaire la plus significative est venue des fournisseurs de services de garde locaux et des enseignants. Ils ont commencé à mettre en place de nouveaux programmes de formation pour aider à identifier les signes d'abus psychologiques familial, utilisant l'affaire de Clara comme exemple de la manière dont les enfants peuvent être en danger même de la part de leurs propres proches. La directrice du jardin d'enfants de Clara, Madame Sandra Lopez, m'a dit « L'affaire de votre fille a changé la façon dont nous observons et interagissons avec nos élèves. Nous sommes maintenant beaucoup plus attentifs aux signes qu'un enfant pourrait subir de l'hostilité ou du rejet à la maison. » Pendant ce temps, Linda et Nathalie découvraient que leurs arrestations n'étaient que le début de leurs problèmes. La couverture médiatique les avait rendues instantanément reconnaissables dans toute la région métropolitaine, et toutes deux peinaient à trouver un logement, un emploi et un soutien social. La sœur de Linda, Margaret, l'a expulsée après avoir vu la couverture médiatique. « Je ne peux pas avoir quelqu'un qui empoisonnerait un enfant vivant chez moi », a déclaré Margaret à un journaliste qui l'avait retrouvé pour un commentaire.
Et si elle décidait qu'un de mes petits-enfants était agaçant? L'ami de Nathalie, qui lui permettait de dormir sur son canapé, lui a également demandé de partir après que l'arrestation a fait les gros titres. Ma fille n'arrête pas de poser des questions sur la dame au poison, et je ne peux pas avoir ce genre de stress chez moi, a expliqué l'ami. Les deux femmes se sont retrouvées essentiellement sans abri, séjournant dans des motels bon marché et luttant pour trouver quelqu'un prêt à les fréquenter. Leurs comptes de réseaux sociaux étaient inondés de commentaires furieux d'étrangers qui avaient vu la couverture médiatique. Je m'assurais de documenter leurs difficultés, non par cruauté, mais pour montrer les conséquences naturelles de leurs actions. Chaque expulsion, chaque opportunité d'emploi perdue, chaque rejet social était la manière dont la communauté exprimait ses valeurs, les enfants doivent être protégés, et ceux qui leur font du mal devront en assumer les conséquences. L'évaluation psychologique que j'avais commandée pour Clara est devenue une pièce maîtresse de preuve, montrant que l'incident d'empoisonnement n'était que le point culminant de mois d'abus psychologiques. Le rapport détaillé du docteur est documenté comment les attitudes hostiles de Linda et Nathalie avaient créé un environnement où Clara se sentait indésirable et en insécurité. Ces preuves ont transformé le récit d'un simple cas de mauvais jugement en un schéma d'abus envers un enfant qui avait escaladé jusqu'à des actions mettant la vie en danger. Le procureur a utilisé ces preuves pour plaider en faveur de charges aggravées, montrant que la décision de Linda de droguer Clara n'était pas une erreur isolée, mais faisait partie d'un schéma continu de traiter Clara comme un problème à résoudre plutôt qu'un enfant à protéger. Le procès a commencé 3 mois plus tard. Linda avait engagé un avocat de la défense qui a tenté de la présenter comme une grand-mère confuse ayant fait une erreur innocente. Le ministère public, dirigé par l'assistante du procureur Rebecca Martinez, a méthodiquement démoli ce récit. Mesdames et messieurs du jury, a déclaré Patricia dans son discours d'ouverture, il ne s'agit pas d'une affaire d'erreur innocente. Il s'agit d'un adulte qui a pris la décision consciente de donner un médicament puissant à un jeune enfant sans aucune consultation médicale, sans lire les instructions de dosage, et sans considérer les conséquences. Le témoignage médical était accablant. Le docteur Walsh a expliqué en détail à quel point Clara avait été proche de la mort, montrant des graphiques de ses niveaux d'oxygène dans le sang et décrivant les procédures d'urgence nécessaires pour lui sauver la vie. En 15 ans de médecine d'urgence pédiatrique, a témoigné le docteur Walsh, je n'ai jamais vu un cas où un adulte a donné un médicament pour dormir à un enfant qui a entraîné une surdose aussi grave. Le niveau de Zulpane dans le système de Clara était presque 3 fois supérieur à ce qui serait considéré comme toxique pour un adulte, sans parler d'un enfant de 5 ans. L'avocat de Linda a tenté de soutenir qu'elle avait été dépassée et avait agi par désespoir pour aider Clara et moi à obtenir le sommeil nécessaire, mais le ministère public a contre-attaqué avec des enregistrements de l'appel au 911 où l'on pouvait entendre Linda en arrière-plan se plaindre d'être entraînée dans ce drame. Le cas de Nathalie était encore plus clair. Le ministère public a diffusé des enregistrements de l'interrogatoire initial de la police où Nathalie avait répété qu'elle se fichait que Clara se réveille ou non. L'accusée avait de multiples occasions d'appeler à l'aide, a plaidé le procureur. Elle a vu un enfant qui ne se réveillait pas, entendu la panique de son frère, et assisté à l'intervention d'urgence. Sa réaction n'était pas de l'inquiétude pour le bien-être de l'enfant, mais de l'agacement face à l'inconvénient. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Linda a été reconnue coupable de toutes les accusations et condamnée à 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Nathalie a reçu 2 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 1 an. Mais la victoire juridique, aussi satisfaisante soit-elle, n'était pas la fin de ma vengeance. J'avais passé des mois à tout documenter, chaque commentaire cruel, chaque moment de négligence, chaque instance où Linda et Nathalie avaient montré leurs véritables sentiments envers Clara. J'ai compilé tout cela dans un récit détaillé, complété par des dossiers judiciaires, des rapports médicaux et des déclarations de témoins. Ensuite, je l'ai envoyé à tous ceux qui comptaient dans leur vie. Linda était membre de longue date de l'église méthodiste Saint-Michaelis, où elle servait au sein de l'auxiliaire des femmes et avait construit une réputation de grand-mère dévouée. J'ai envoyé l'histoire complète, accompagnée des documents judiciaires, au pasteur et au conseil de l'église. Linda a été discrètement priée de se retirer de tous ses postes de bénévole. J'ai également envoyé les informations à l'employeur de Linda, un cabinet dentaire où elle travaillait comme réceptionniste. Bien qu'il ne puisse pas la licencier pour avoir été arrêtée, elle attendait encore son procès à l'époque, la publicité négative et la nature des accusations rendaient sa position intenable. On lui a demandé de démissionner. La situation de Nathalie était plus complexe. Elle était sans emploi, mais elle essayait de reconstruire sa vie et avait plusieurs entretiens d'embauche prévus.
Je me suis assuré qu'une simple recherche Google de son nom ferait apparaître des articles de presse sur l'affaire. Ses profils sur les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires d'étrangers exprimant leur dégoût face à son attitude insensible envers l'expérience de Clara proche de la mort. Mais le coup le plus dévastateur est venu de leur propre famille. La sœur de Linda, Margaret, qui avait initialement offert à Linda un endroit où séjourner, l'a expulsée après avoir lu le récit complet de ce qui s'était passé. « Je ne peux pas avoir quelqu'un qui empoisonnerait un enfant dans ma maison », a-t-elle dit à Linda. « Et si tu décidais qu'un de mes petits-enfants était agaçant ?» Les amis de Nathalie ont également commencé à prendre leur distance. L'ami chez qui elle dormait sur le canapé lui a demandé de partir après que sa propre jeune fille a posé des questions inconfortables sur la « dame qui a donné du poison à la petite fille ». Linda s'est retrouvée dans un foyer de transition avant son procès, isolée de sa famille et de ses amis. Nathalie a emménagé dans une chambre de motel bon marché, payant à la semaine et luttant pour trouver quelqu'un prêt à la fréquenter. La campagne sur les réseaux sociaux a été particulièrement efficace. J'ai créé un post détaillé sur Facebook expliquant exactement ce qui s'était passé, incluant des photos de Clara à l'hôpital et des copies des rapports médicaux, avec les informations personnelles masquées. Le post a été partagé des milliers de fois au sein de la communauté locale. Chaque employeur potentiel, propriétaire ou intérêt romantique qui recherchait leur nom en ligne trouverait l'histoire. Nathalie, en particulier, trouvait presque impossible de sortir avec quelqu'un. Les hommes la reconnaissaient grâce à la couverture médiatique ou aux publications sur les réseaux sociaux et perdaient immédiatement tout intérêt. Les amis de l'église de Linda, qui comptaient autrefois sur elle pour des conseils et de la camaraderie, traversaient désormais la rue pour l'éviter. La femme qui avait autrefois été respectée comme un pilier de la communauté était maintenant connue comme la grand-mère qui avait empoisonné sa propre petite-fille. L'impact financier était également significatif. Les frais juridiques de Linda ont consommé la majeure partie de ses économies, et son incapacité à trouver un emploi stable après avoir démissionné du cabinet dentaire l'a laissée en difficulté financière. Nathalie, déjà dans une position précaire, s'est retrouvée complètement incapable de reconstruire sa vie, avec l'ombre constante de l'affaire la suivant. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de Linda en prison. Elle implorait le pardon et prétendait être prête à réparer les choses. Elle voulait voir Clara et faire à nouveau partie de sa vie. J'ai répondu avec une seule phrase, « Tu as perdu le droit d'être la grand-mère de Clara quand tu l'as empoisonnée. » Nathalie a envoyé plusieurs messages par l'intermédiaire de connaissances communes, prétendant qu'elle plaisantait et qu'elle ne méritait pas d'avoir sa vie ruinée à cause d'un malentendu. Je les ai tous ignorés. Clara, maintenant âgée de 6 ans, s'était heureusement complètement remise de son épreuve. Elle n'avait aucun souvenir de cette terrible nuit, et j'avais l'intention de le garder ainsi jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour comprendre. Nous avions déménagé dans un nouvel appartement dans un meilleur quartier, et j'avais trouvé une excellente garde d'enfants grâce au programme de services familiaux de l'hôpital. Le moment le plus satisfaisant est survenu presque 1 an après le procès. J'étais à l'épicerie avec Clara lorsque j'ai aperçu Nathalie dans la file d'attente devant nous. Elle avait l'air terrible, mince, mal habillée, avec la posture abattue de quelqu'un dont la vie s'était complètement effondrée. Elle m'a vu et a immédiatement détourné le regard, espérant clairement éviter une confrontation, mais je n'avais aucune intention de lui parler. Je me suis simplement tenu là avec Clara, qui bavardait joyeusement de sa journée à l'école, pleine de vie et de joie, et complètement inconsciente de la femme qui avait autrefois souhaité sa mort. Nathalie a payé ses maigres courses, marque générique, article en liquidation, et s'est empressée de sortir sans regarder en arrière. Le contraste était frappant, elle survivait à peine, tandis que Clara et moi prospérions. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vengeance était complète. Je n'avais pas seulement puni Linda et Nathalie pour ce qu'elles avaient fait, j'avais veillé à ce que les conséquences les suivent partout où elles allaient. Leur réputation était détruite, leurs relations ruinées, et leurs avenirs définitivement endommagés. Plus important encore, Clara était en sécurité. Elle grandissait dans un foyer où elle était aimée et protégée, entourée de personnes qui valorisaient sa vie au-dessus de leur propre commodité. Linda serait éventuellement libérée de prison, mais elle reviendrait dans un monde où tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Nathalie continuerait à lutter avec le poids de ses actions et de ses paroles, trouvant presque impossible de reconstruire une vie significative. L'histoire était devenue une légende locale, un conte moral sur les conséquences de faire du mal aux enfants et sur jusqu'où un parent est prêt à aller pour protéger son enfant. Chaque fois que quelqu'un recherchait leur nom, chaque fois qu'elles postulaient pour un emploi ou tentaient de louer un appartement, chaque fois qu'elles essayaient de nouer de nouvelles relations, l'histoire refaisait surface.
Ma vengeance n'était pas seulement une question de punition, c'était une question de prévention. En rendant leurs actions publiques et en veillant à ce qu'il y ait des conséquences durables, j'avais protégé non seulement Clara, mais potentiellement d'autres enfants qu'elle pourrait rencontrer à l'avenir. Alors que Clara et moi rentrions à la maison depuis l'épicerie ce jour-là, elle m'a demandé pourquoi la dame dans le magasin avait l'air si triste. Certaines personnes font de mauvais choix, lui ai-je dit, et parfois ces choix les suivent pendant très longtemps. Est-ce qu'elle ira bien, a demandé Clara, avec la compassion innocente que seuls les enfants possèdent. Ça dépend d'elle, ai-je répondu. L'important, c'est que nous allons bien, et que nous sommes ensemble. Clara a hoché la tête solennellement, puis s'est éclairée en apercevant un chien de l'autre côté de la rue. Le moment est passé, et nous avons continué vers notre maison pour retrouver notre vie sûre et heureuse, une vie dont Linda et Nathalie ne feraient plus jamais partie. La vengeance était complète, mais plus que cela, la justice avait été rendue. Clara était vivante, épanouie et protégée. Linda et Nathalie vivaient avec les conséquences de leurs actions chaque jour, et tout le monde dans notre communauté savait exactement quel genre de personnes elles étaient. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de se venger, c'est de s'assurer que la vérité soit connue et qu'il y ait des conséquences réelles et durables pour des actions inexcusables. Les lumières fluorescentes dans ce couloir d'hôpital avaient été le début de mon cauchemar, mais elles avaient également éclairé le chemin vers la justice. Clara était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de se venger, c'est de s'assurer que la vérité soit connue et qu'il y ait des conséquences réelles et durables pour des actions inexcusables. En détruisant leur réputation et leur perspective d'avenir, j'avais veillé à ce que Clara ne soit plus jamais en danger face à leur cruauté et leur indifférence. Alors que Clara et moi rentrions à la maison depuis l'épicerie ce jour-là, elle m'a demandé pourquoi la dame dans le magasin avait l'air si triste. Certaines personnes font de mauvais choix, lui ai-je dit, et parfois ces choix les suivent pendant très longtemps. Est-ce qu'elle ira bien, a demandé Clara, avec la compassion innocente que seuls les enfants possèdent. Ça dépend d'elle, ai-je répondu. L'important, c'est que nous allons bien, et que nous sommes ensemble. Clara a hoché la tête solennellement, puis s'est éclairée en apercevant un chien de l'autre côté de la rue. Le moment est passé, et nous avons continué vers notre maison pour retrouver notre vie sûre et heureuse, une vie dont Linda et Nathalie ne feraient plus jamais partie. La vengeance était complète, mais plus que cela, la justice avait été rendue. Clara était vivante, épanouie et protégée. Linda et Nathalie vivaient avec les conséquences de leurs actions chaque jour, et tout le monde dans notre communauté savait exactement quel genre de personnes elles étaient. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de se venger, c'est de s'assurer que la vérité soit connue, et qu'il y ait des conséquences réelles et durables pour des actions inexcusables. Les lumières fluorescentes dans ce couloir d'hôpital avaient été le début de mon cauchemar, mais elles avaient également éclairé le chemin vers la justice. Clara était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait.